Bon, du coup, retour sur le vieux continent en Italie. Et là, bah, c'est à côté de Rome où j'ai vu ce bâtiment. Et ça me faisait penser à une moitié de prison, en fait. Il y a plusieurs prisons qui sont comme à Saint-Gilles, à Bruxelles, sur le format d'un chrisme, en fait, le chrisme papal. Et je me disais que ce bâtiment me faisait penser à une disposition de prison, sauf qu'on dirait qu'elle a été coupée en deux en fait. Et du coup je trouvais ça assez étrange, surtout avec la croix au bout, là, le bâtiment en croix, donc du coup j'ai cherché un peu. Et le truc qui se rapproche le plus de ce symbole, c'est la Golgotha Cross. Donc normalement c'est une croix russe, donc ça n'a rien à voir à Rome, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc c'est assez étonnant comme forme de bâtiment, quoi. Donc après, est-ce que c'est à Golgotha Cross ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle présente une croix, deux pics qui vont vers le haut et trois marches. Donc ça pourrait correspondre, si on imagine que le bâtiment soit un symbole particulier. Alors bienvenue dans la ville aux 13 obélisques et aux 7 collines. Rome, bah là, on peut oublier d'une façon générale en Europe les lignes bien droites comme en Amérique. Là, c'est clair que ça joue plus sur les bâtiments et leur disposition. Il faut plus trop compter sur les rues, quoi. Même s'il y en a encore des principales. Donc ben, du coup, Rome, ça commence avec un petit endroit que j'ai repéré, qui est marrant. C'est un carrefour où tu as la Banque Populaire de Novara, suivi d'une petite Deutsche Bank, à côté de la Banque Populaire de Vicenza, et à côté d'elle, t'as un gros bâtiment qui nous rappelle étrangement un autre, hein. Je croyais que le monde c'était français, mais évidemment non, c'est mondial. À côté, t'as Sephora, et encore à côté, t'as un hôtel avec un drôle de logo. 4 étoiles s'il vous plaît, qui a changé de logo d'ailleurs, mais qui est toujours 4 étoiles. Et bien sûr, au-dessus de Sephora, un petit Grimaldi. Donc c'est assez balèze quoi. Et Sephora, c'est évidemment noir et blanc, et quadrillé noir et blanc, quoi. Donc c'est marrant. Et tout ça, ça se situe juste au bout d'un triangle en plein cœur de Rome. Bon, bien sûr, c'est un gros carrefour, donc ça peut attirer beaucoup de gros commerces, mais quand même, c'est là. Du coup, direction cours de la Pomme de Pin, où ils ont rien mieux trouvé que d'autre que de foutre une sculpture en plein milieu qui ressemble à un putain d'œil. Donc ça, c'est plutôt balèze. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il l'oriente en plus. Il y a une photo, elle est à moitié de côté, et l'autre, elle est complètement de dos. Donc ils doivent s'amuser à faire bouger de temps en temps. Peut-être que des fois, l'œil regarde la pomme de pin. Faudrait voir la symbolique. Du coup, j'ai regardé ce que faisait d'autre ce monsieur. Et c'est plutôt stylé, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est dans le registre sphère, triangle, pyramide, etc., quoi. Bon, c'est son kiff, hein, c'est stylé, mais du coup, ça correspond, ça peut correspondre totalement à une commande pour nos chers amis. Et apparemment, il en fait plusieurs.
Donc les yeux, bah pareil, après il y a la maison de Naomi Campbell. Donc bon, quand on regarde sur internet, on voit souvent passer ce machin. Et au final, apparemment, ça restait juste à l'état de projet. Ça n'a pas été construit, parce qu'apparemment, il n'y a aucune trace. Du coup, bon. Mais il faut reconnaître quand même que le concept était là et que Naomi Campbell voulait se faire une maison en œil de, en œil de rat, quoi. Ce qui est plutôt explicite, surtout dans le cas de Naomi Campbell. Du coup, en parlant d'œil, j'ai trouvé un autre bâtiment qui, celui-là, est construit bien réellement. Et la première fois que je l'avais vu, c'était sur Google Maps, j'avais pas fait attention, mais j'avais pas regardé en relief, et je croyais que c'était bêtement une sorte de salle de sport, une sorte de stade. Et en regardant de plus près, au final, eh ben, c'est carrément un putain de grand immeuble, un gros complexe, et, et tout le complexe est on peut dire en forme d'œil. Donc c'est plutôt balèze. Et évidemment, l'architecte de ce machin, c'est le genre de gars à te faire la pyramide du Louvre, par exemple. Ensuite, on quitte l'Italie pour aller direction Bruxelles, où on retrouve l'espace Léopold et tout le complexe qui va avec, qui a bizarrement aussi, après tout ça, une petite forme d'œil un peu stylisée, même carrément stylisée. Je dirais pas que c'est l'œil de rat, mais avec cette sorte de cartouche égyptien au-dessus. Alors le toit a l'air d'être foutu un peu pareil que le toit de la Défense, qu'on verra plus tard. Mais c'est intéressant. Et on quitte l'espace Léopold et Bruxelles pour aller à Strasbourg, voir la suite de ce que font nos chers architectes pour nos dirigeants. Et encore une fois, bah on pourrait dire qu'il y a comme un triangle avec une sorte de rond au milieu, bon, en tout cas vers son sommet. Ce qui m'a frappé, c'est la forme de sa verrière aussi. Et évidemment, la tour en construction, la version officielle, c'est que c'est l'Europe qui se construit.
Donc la tour en construction, l'Europe qui se construit, voilà. Sauf que les mecs nous ont quand même sorti une affiche à une époque qui ressemble furieusement à la tour de Babel de Bruegel l'Ancien. Donc c'est plutôt une référence. Cette représentation de la tour de Babel, on la trouve un peu partout. Et ça m'étonne pas qu'elle serve de modèle pour l'affiche, mais voilà, faut se demander pourquoi il prend ce truc-là. Je cherchais des infos sur l'architecture du siège strasbourgeois, là. Et en cherchant, je retombe sur des photos. Et, euh, et là, moi qui cherchais des yeux partout, je me dis, putain, la verrière, elle fait grave penser à un œil. Un œil ouvert sur le monde, un peu, un œil géant, quoi. Et avec ce gros œuf qui fait office de pupille. Et à l'intérieur, c'est la pièce où les parlementaires parlementent, justement. Donc c'est intéressant. Et en cherchant des informations sur la structure, je suis tombé sur ce joli chiffre de 1133 bureaux pour les parlementaires. Donc ceux qui aiment les chiffres, 11 et 33, c'est pour vous. Donc en regardant tout ça, j'ai pu voir que la structure fait, et très exactement apparemment, 13 000 mètres carrés. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Incroyable que le chiffre 13 se retrouve quand même sur ce qui fait la vision vers l'extérieur du bâtiment. Et dans cette salle du Parlement européen, qu'est-ce qu'on retrouve? Un œil qui rayonne vers les différents sièges du Parlement.
Qui va là? Dans les 11 000 mètres carrés du Grand Orient de France à Paris, cette vitrine n'est qu'un maillon de la chaîne de l'entreprise. À 130 km de Paris, dans ce village de briques, rue d'Enfer, l'atelier familial. Symbole, elle l'est déjà. La Tour Eiffel n'est-elle pas le porte-flambeau de la capitale? Avec ses 300 mètres de hauteur, elle dame le pion au Sacré-Cœur de Montmartre et ce n'est pas un hasard. Elle domine ainsi l'église qui ne voyait pas d'un bon œil la franc-maçonnerie. C'est un flambeau en soi. C'est en même temps une pyramide. Et une pyramide avec 3 degrés. Les 3 degrés auxquels les maçons sont sensibles, c'est-à-dire celui de l'initiation, du compagnonnage et de la maîtrise. Mais Gustave Eiffel était-il franc-maçon? Le doute subsiste. En revanche, son chef de chantier, Eugène Millon, était un maçon très actif. Dans ce parcours du Paris maçonnique, un monument met tout le monde d'accord, celui des droits de l'homme, dont les francs-maçons sont à l'origine. Alors effectivement, là, c'est le cas parfait d'une architecture maçonnique assumée comme maçonnique et ayant des références maçonniques. Là, il y a une évidence, elle est indéniable. C'est un temple discret à l'ombre de la Tour Eiffel, commandé par la ville de Paris pour le bicentenaire de la Révolution. Avec ses 2 colonnes et sa statue de grand initié, il est une véritable planche de symbolisme. Il y a des symboles qui sont quand même très compréhensibles et très discernables, comme ce triangle que vous voyez là. Vous avez évidemment des équerres, des compas, beaucoup de références à Newton, au déisme en quelque sorte. Un œil éclairé peut décrypter des symboles sur nombre de monuments parisiens. En suivant la perspective du Louvre à l'Arc de Triomphe, dessinée par le nôtre, grands hommes, architectes, sculpteurs ont laissé des empreintes évidentes pour les francs-maçons. Une voie triomphale qui se prolonge jusqu'à la Grande Arche de la Défense. On peut trouver des éléments, des symboles qui sont liés à la franc-maçonnerie dans la Grande Arche, comme on pourrait éventuellement trouver des symboles liés à la chrétienté, par exemple. Le sceau du franc-maçon se fait toujours discret, pas d'inscription, pas d'explication. Sur l'esplanade de la Défense, qui a remarqué ce mastaba qui sera bientôt détruit? C'est une réalisation de l'architecte Émile Alliot. Il y a des architectes qui sont imprégnés de culture maçonnique. On peut imaginer qu'Émile Alliot avait cette culture-là et que volontairement, il a utilisé des symboles maçonniques pour réaliser cet espace, puisqu'ils font référence à un mastaba, qui est une figure classique de l'architecture maçonnique, et un gnomon sous forme pyramidale pour indiquer suivre la course du soleil. Paris, cité maçonnique, jusqu'à la statue de la liberté et son flambeau, la liberté éclairant le monde. Eiffel en a fait l'ossature, Bartholdi, franc-maçon, la sculpture. C'est grâce à la levée de fonds des frères que la statue américaine a pu être financée. Sur sa petite sœur de l'île aux Cygnes à Paris, un symbole. Ce polygone de verre évoque la pierre taillée. Après avoir fait un petit tour dans les parlements européens, on va revenir à notre bonne vieille Assemblée nationale, et où on voit que déjà il y a des petits outils pour les frères bâtisseurs. Et on entre dans la salle, et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde bien, on peut voir un soleil, ou un œil. Bah, c'est malin de jouer avec le mobilier comme ça. C'est pas mal foutu quand même. Et si on regarde du dessus, on voit qu'il est orné de 13 pétales ou 13 rayons. Et c'est pas mal quoi.
Le 8 janvier 1996, François Mitterrand s'éteint quelques mois après avoir quitté l'Élysée. Un peu plus d'un an auparavant, il se confiait aux Français et leur laissait ce message. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Avec cette petite phrase, il confirme définitivement son amour pour le spirituel et l'ésotérisme et laisse derrière lui bien plus qu'une carrière politique. À l'image de tous ces grands souverains bâtisseurs, il a souhaité marquer le monde matériel avec des constructions symboliques. En 1981, dès sa prise de pouvoir, François Mitterrand annonce une politique de grands travaux et ça commence en 1983 avec la pyramide du Louvre. Il contourne les procédures de concours d'architecture et d'appel d'offres pour imposer l'architecte de son choix, Yo Ming-pei, et malgré les votes contre, le projet sera validé. En construisant une pyramide, il est évidemment impossible de ne pas penser à l'Égypte, mais ce qui est curieux, c'est que les pyramides égyptiennes ne sont pas faites pour pouvoir y entrer et Mitterrand fera de cette pyramide de verre l'entrée du musée du Louvre. C'est un petit peu la logique inverse. J'ai entendu dire que cette pyramide avait les mêmes proportions que celle de Khéops et qu'elle faisait apparaître le nombre d'or. Si j'en crois Wikipédia, la pyramide a une base de 35,42 mètres et une hauteur de 21,64 mètres. Alors c'est pas bien compliqué à vérifier, 35,42 divisé par 21,64 égale 1,636. On est plutôt loin du nombre d'or. Pour s'en rapprocher, il faut faire sauter les décimales de la base et on obtiendrait 35 divisé par 21,64 égale 1,617. Bon, c'est carrément du bricolage et ce n'est franchement pas très sérieux, mais on peut aussi se dire que l'architecte a voulu utiliser la forme très simplifiée du nombre d'or 1,6 comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur le nombre d'or et les meubles Ikea. Vu du ciel, la disposition des bassins autour de la pyramide pourrait faire appel à l'astrologie. Dans certaines traditions, on représente la carte des 12 signes astrologiques sous forme de triangles imbriqués formant un carré. Ça commence ici avec le premier signe et ça se lit ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les bassins mettent en avant certaines de ces formes et représentent potentiellement un thème astral. Alors je ne suis pas un féru d'astrologie, je ne peux pas vous en dire plus, mais si ça te parle, tu peux nous en dire plus dans les commentaires. En Égypte, les pyramides permettaient à l'âme du pharaon de monter au ciel, considéré comme le royaume des divinités. Il est donc plutôt logique de retrouver une carte du ciel autour de la pyramide du Louvre, et en plus de ça, ce n'est pas le seul clin d'œil que fait François Mitterrand à l'astrologie. Juste à côté de la pyramide du Louvre, on trouve une œuvre commandée par le ministère de la Culture sous l'impulsion de François Mitterrand qui s'appelle Les Deux Plateaux, plus connu sous le nom des colonnes de Buren. L'œuvre est composée de 260 colonnes de même taille mais plus ou moins enfoncées dans le sol, ce qui donne l'impression de voir différentes hauteurs de colonnes. L'œuvre s'appelle Les Deux Plateaux car on a un premier plateau au niveau du sol, là où on voit le dessus des colonnes, et un deuxième plateau en dessous, là où on voit la base des colonnes, et dans ce deuxième plateau coule une rivière souterraine. Comme pour la pyramide, le gouvernement est passé outre la commission d'experts et toute cette histoire a fait un scandale. Dans cette œuvre, il y a une symbolique intéressante. Dans la plupart des traditions anciennes, un temple fait le lien entre trois niveaux, le ciel, la terre et les souterrains. On retrouve dans l'œuvre de Buren les colonnes qui soutiennent le ciel, le sol et un souterrain. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il y a un rapprochement à faire entre cette œuvre et le site de Chichén Itzá au Mexique. Ici, on a la pyramide de Kukulcán et juste ici, il y a un temple qui s'appelle le temple des 1000 colonnes. On pourrait relier cette disposition à celle de la pyramide du Louvre et des colonnes de Buren, car en plus de ça, qu'est-ce qu'on trouve dans les souterrains de Chichén Itzá? Une rivière, comme sous les colonnes de Buren. Dans le lien qu'il y a entre cette œuvre et la culture maya, on pourrait aussi parler de leur calendrier religieux, le Tzolk'in. C'est un calendrier qui est utilisé par toutes les civilisations précolombiennes et qui est composé de 13 mois de 20 jours. Les colonnes de Buren sont 13 en largeur et 20 en longueur. Au moment de la commande, Mitterrand savait depuis peu qu'il était atteint d'un cancer et que le temps lui était compté. Est-ce qu'il a voulu s'offrir une œuvre sur le thème du temps? Je ne sais pas. Et Buren n'ayant jamais voulu donner le sens profond de son œuvre, on ne peut faire que des suppositions. François Mitterrand a également fait construire un nouvel opéra en 1984, l'Opéra Bastille. C'est Jack Lang qui en est à l'initiative et suite à un concours d'architecture, c'est Carlos Hoth, un architecte uruguayen, qui sera en charge des travaux.
Sur la façade, il y a ces rectangles disposés comme des marches d'escalier, et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la figure inverse de l'autre côté. Il y a pas mal d'interprétations possibles. Ça pourrait symboliser la polarité, concept qui a une grande importance dans l'ésotérisme. Ça pourrait aussi faire écho à la pyramide du Louvre, puisqu'on a la pyramide qui sert d'entrée au musée et la pyramide inversée. Ça pourrait être les différents grades de la franc-maçonnerie, souvent représentés sous forme d'escalier. On pourrait aussi imaginer que ça fait écho à l'Égypte et à la pyramide à degrés du pharaon Djoser. On peut faire pas mal d'interprétations, mais personnellement je pense que c'est juste un choix esthétique. Moche, ok, mais c'est juste un choix esthétique. Le plus important réside dans le choix de l'emplacement de cet opéra, car Bastille est un lieu symbolique de la Révolution française. Dans la logique de marquer l'histoire avec des constructions, c'est une symbolique plutôt forte que de construire un bâtiment ici. Ça permet d'asseoir sa domination et de manifester son autorité pour se placer au-dessus de toute révolution. D'autant plus que l'entrée de l'opéra est une arche, ce qui donne l'impression de rentrer dans un temple plus que dans un opéra. Autre monument, mais cette fois beaucoup plus intriguant, le monument des droits de l'homme situé dans le Champ de Mars. Officiellement, il a été commandé par la ville de Paris à Ivantheimer, mais Mitterrand était très impliqué dans toutes les étapes de la réalisation de cette œuvre. Normalement, c'est un monument qui rend hommage à la Révolution française, mais bon, quand tu as 2 ou 3 notions de symbolique, tu comprends très vite que tu es face à un temple maçonnique. Il y a des symboles francs-maçons partout, il y a de la cabale juive, de l'hermétisme, des histoires bibliques, et effectivement, au milieu de tout ça, on trouve le texte des droits de l'homme, avec l'œil maçonnique qui surveille quand même, faut pas déconner. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on trouve sur ce monument parce qu'il faudrait que j'y consacre une vidéo entière, mais on va quand même se faire un petit tour du propriétaire. De ce côté, il y a 2 colonnes en forme d'obélisque. Alors si tu as vu ma vidéo sur les symboles francs-maçons, tu reconnais les 2 colonnes des temples maçonniques. Ça rappelle également les obélisques devant les temples de l'Égypte antique, mais les maçons s'étant inspirés de l'Égypte, il y a une certaine logique. Ils ont même pensé à couvrir le sommet de feuilles d'or pour rappeler l'électrum qu'utilisaient les Égyptiens pour décorer le sommet des obélisques. On retrouve aussi 2 colonnes de l'autre côté du temple, du monument. Officiellement, François Mitterrand n'était pas franc-maçon, mais il y a eu tout un tas d'histoires sur les liens cachés qu'il entretenait avec la franc-maçonnerie. Voilà, personnellement, je pense que ces initiales laissent peu de place au doute. Concernant les symboles, c'est un peu la foire aux symboles maçonniques. On trouve évidemment le classique delta lumineux avec l'œil du grand architecte au centre, mais on trouve aussi le fil à plomb, Spider-Man, les fameux 3 points en forme de triangle qu'utilisent les francs-maçons pour signer. Bon voilà, ceux-là tu les connais, ce sont les grands classiques, mais il y en a un qui m'intrigue un petit peu plus. C'est un pentagramme qui pointe vers le bas, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il est composé d'un compas et d'une équerre. Souviens-toi que dans ma vidéo sur la franc-maçonnerie, j'expliquais que le symbole de l'apprenti, c'était le compas derrière l'équerre, celui du compagnon, c'est le compas et l'équerre entremêlés, et celui du maître, le compas devant l'équerre. L'objectif, c'est de symboliser l'avancement du frère dans sa quête spirituelle avec le compas qui représente l'esprit et l'équerre, la matière. Là, on a ces 2 symboles qui forment un pentagramme et qui sont entremêlés. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Il pourrait s'agir d'un symbole accessible uniquement au très haut grade de la franc-maçonnerie et qui signifierait l'esprit au service de la matière. C'est un symbole plutôt négatif et à mon avis, ce n'est pas pour rien si le pentagramme pointe vers le bas. Alors je mets tout ça au conditionnel parce que cette information ne vient pas de moi et je n'ai pas les moyens de la vérifier. Comme ça, elle me paraît plutôt pertinente et crédible, mais en même temps, c'est très curieux de créer un symbole accessible uniquement au très haut grade et de l'afficher en plein Paris. Tout ça soulève une question. Pourquoi un monument dédié à la Révolution française et aux droits de l'homme est-il plein de références maçonniques? Je pense que tu connais la réponse. Les francs-maçons ont grandement participé à cette révolution dite populaire et si l'œil maçonnique domine les droits de l'homme, t'imagines bien que c'est pas juste pour la déco. Il y a un autre monument qui a été construit pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française, c'est l'Arche de la Défense, appelée à l'origine l'Arche de la Fraternité. 25 000 m² de verre anti-reflet, 35 000 m² de marbre, 110 mètres de haut pour un total de 300 000 tonnes, le tout payé par le contribuable, mais ça n'a rien à voir. Elle est située à l'ouest de la ville et vient fermer l'axe historique de Paris. C'est un axe qui démarre juste devant la cour Napoléon au Louvre et qui passe par les jardins des Tuileries, la place de la Concorde et son obélisque, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, le pont de Neuilly et se termine par l'Arche de la Défense.
Officiellement, la pyramide du Louvre ne fait pas partie de l'axe historique de Paris parce que la cour Napoléon est décalée de 6,3 degrés par rapport à cet axe. Mais en plaçant un monument tout au début et un tout à la fin, et quand on connaît l'œuvre de Mitterrand, on sent bien qu'il a voulu s'approprier cet axe historique. En parlant de décalage, ça ne vous aura pas échappé que l'Arche de la Défense n'est pas bien alignée avec la place devant elle. Il y a deux raisons à ça, la première est technique et la deuxième est symbolique. L'architecte devait composer avec le projet d'agrandissement d'une ligne de métro et décaler les fondations de son arche. Mais quitte à les décaler, autant faire dans la symbolique et utiliser un angle de 6,3 degrés comme entre la cour du Louvre et l'axe historique. Mais le plus intéressant dans cette construction est caché à la vue de tous et se trouve sur le toit. C'est une œuvre réalisée par Jean-Pierre Reynaud et baptisée Carte du ciel. C'est un zodiaque tout à fait classique de 360 degrés divisé en 12 signes astrologiques et en 36 décans. Selon les dires de l'artiste, ce projet est fait pour le ciel, pas pour le public. Forcément, parce qu'en 1989, il n'y avait pas Google Maps pour voir le toit et pas de drone pour le survoler, donc à cette époque, personne ne pouvait voir ce zodiaque. On retrouve donc cette notion de temps qui était déjà présente dans la disposition des colonnes de Buren, et dans l'arche, elle est renforcée par un autre chiffre, mais je ne sais pas s'il est volontaire ou non. La structure est supportée par 12 piliers souterrains. C'est un chiffre qui rappelle évidemment les 12 jours de la semaine. Il y a un autre axe intéressant que Mitterrand a créé et qui envoie du très lourd, je t'en parle juste après sa fameuse bibliothèque. C'est la dernière construction de ces grands travaux et tu vas voir, elle a une place toute particulière dans son œuvre. Il s'agit de 4 tours angulaires, la tour des lois, la tour des nombres, la tour du temps et la tour des lettres. Les 4 tours font 79 mètres de hauteur, la bibliothèque couvre 75 000 m² et au milieu on a dû recréer tout un écosystème pour permettre à un jardin arboré de vivre. C'est clairement la construction la plus massive de ce grand chantier que Mitterrand a entrepris. La chose la plus incroyable dans cette bibliothèque, c'est son emplacement. Je t'explique. Ça commence à l'Arche de la Défense et son zodiaque sur le toit. L'arche n'est pas alignée avec l'axe historique de Paris, mais elle est décalée de 6,3 degrés. Et il se trouve que quand on trace une ligne dans la continuité de l'arche, eh bien on tombe sur la bibliothèque François Mitterrand. Bon, jusque-là ça va, il y a une dizaine de bornes à vol d'oiseau entre les deux, c'est pas bien compliqué de faire en sorte que l'arche soit orientée sur la bibliothèque François Mitterrand. Mais sais-tu ce qu'il se passe si on prolonge cette ligne arche-bibliothèque? Je te laisse découvrir ça. On tombe pile poil sur le temple de la déesse Hathor à Dendera en Égypte. Et tu sais ce qu'on a trouvé de particulier dans ce temple? Un énorme zodiaque au plafond. La France l'a volé aux Égyptiens en 1821 et aujourd'hui il est exposé au musée du Louvre. Mais bon, on n'est pas des bêtes, hein. À la place on a mis cette magnifique reproduction qui visiblement a dû brûler pendant le voyage. Voilà, je sais pas pourquoi elle est toute noire, mais en tout cas quand on est sur place, eh ben c'est super moche. Il y a un zodiaque au plafond d'un temple d'un côté de la ligne et un zodiaque sur le toit de l'arche de l'autre côté de cette ligne. Là, François, tu nous vends du rêve. On peut encore ajouter un petit quelque chose à tout ça. Le temple d'Hathor à Dendera est à l'origine le temple de la déesse Isis. Et il y a quelques théories qui disent que la ville de Paris aurait été fondée par des Égyptiens de l'Antiquité qui venaient y pratiquer le culte d'Isis. Alors ce ne sont pas des théories historiques et scientifiques, mais c'est plutôt quelque chose qui reste au sein de l'ésotérisme. D'ailleurs, pendant le règne de Napoléon, on trouvait Isis sur les armoiries de la ville de Paris. Elle est assise juste ici, à l'avant de la nef. Napoléon était très proche de la franc-maçonnerie, voire franc-maçon lui-même, donc ce n'est pas très surprenant de trouver Isis sur les armoiries de la ville de Paris. Alors que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais il semblerait que Mitterrand ait voulu créer un lien symbolique très fort entre Paris et l'Égypte. La dernière folie que s'offrira Mitterrand est toujours en lien avec l'Égypte, et pour le coup, c'est la plus énigmatique. Il s'agit d'une barque solaire exposée dans le jardin du château de Rambouillet. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, cette barque était le moyen de locomotion du dieu Ra, qui lui permettait de faire son voyage de l'Est vers l'Ouest le jour et de traverser le monde souterrain la nuit. Lorsqu'un pharaon était inhumé, on lui construisait une barque solaire pour qu'il puisse traverser le monde des morts et se réincarner en Dieu. Le personnage sur la barque, on va pas se le cacher, c'est François Mitterrand lui-même, qui avait visiblement l'intention de devenir un être de lumière dans le monde des morts.
Là, niveau mégalomanie, c'est la Champions League les gars. Normalement, une barque solaire doit être dirigée vers l'ouest car c'est là que le soleil se couche. Curieusement, celle de Mitterrand pointe dans la direction du sud-est, peut-être qu'il veut nous montrer quelque chose. Si on trace une ligne qui suit bien la direction de la barque, on tombe pile poil sur le temple de Ramsès II à Abu Simbel en Égypte. Bon, idéalement, pour faire ce genre de lien, c'est bien d'avoir au minimum 3 points, parce qu'avec 2 points, on peut évidemment tout relier. Mais dans ce cas-là, on suit une direction donnée par la barque, et au vu de tout ce que Mitterrand a laissé derrière lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vraiment voulu pointer le temple de Ramsès II. François Mitterrand, qu'on surnommait le Sphinx car il dissimule ses intentions, a décidément laissé derrière lui beaucoup de choses à décrypter. Je vais certainement y consacrer plusieurs vidéos, alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Si tu veux soutenir mon travail, j'ai un compte Tipeee et un Utip, tu trouveras les liens dans la description, ainsi que ceux de la page Facebook et du compte Instagram. Je te dis à très vite, ciao. Donc, le grand secret. Est venu le temps de la révélation. Est venu le temps de la divulgation, de l'apocalypse. Calmez-vous les chrétiens, vous savez qu'apocalypse veut tout simplement dire, effectivement, révélation. Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV. Je suis à Cergy, à l'Axe-Majeur. Et ça va être une très grosse vidéo. Je ne suis pas trop à l'aise, si vous voulez, pour faire le commerçant, le commercial. À la base, ce n'est pas du tout mon truc. Vous savez que moi, je me suis lancé là-dedans par idéalisme, par quête de justice, par quête de vérité, par quête de sens aussi à titre personnel dans ma vie. Et là, honnêtement, je sens quelque chose de particulier parce que c'est incroyable. Franchement, c'est du lourd, comme on dit. Ça va être du très très lourd en termes de révélation. Ça va être exceptionnel. Car François Mitterrand avait un très grand secret qu'il n'a laissé transparaître à absolument personne. On parle quand même d'un président de la République assez hors du commun, sur lequel on a écrit des tas de choses. Là, c'est pas François Mitterrand, l'homme politique. Là, vous allez voir une autre facette de François Mitterrand. C'est vraiment dans l'esprit des anciens bâtisseurs. C'est vraiment en mode 366 qui l'eût cru cette phase de François Mitterrand. C'est un monument moderne ici à Cergy qui s'appelle l'Axe-Majeur. Il a été inauguré par François Mitterrand en 1990 et bien que cela soit récent, cela fait directement référence aux monuments des anciens bâtisseurs, les mégalithes de l'Europe du Nord, les pyramides en Égypte. Vous savez que j'avais montré dans une vidéo qui s'appelle la pilule verte, les pyramides et l'Atlantide, le lien qui existait entre ces deux civilisations mégalithiques et on va dire égyptiennes ou orientales. Et si certains sont restés sceptiques, eh bien, je peux vous dire que ce monument de Cergy-Pontoise va balayer les derniers doutes. Concernant cet axe majeur de Cergy, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de gens ont écrit dessus. Beaucoup ont vu qu'il était relié à des monuments sur Paris en fait, des monuments secondaires sur Paris. Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais personne n'a vu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et qui va donc confirmer, et c'est pour ça que je suis un petit peu bizarre, c'est que ça va en fait confirmer tout ce que je dis concernant l'histoire de l'humanité depuis plusieurs millénaires, à savoir l'importance de la civilisation celtique, l'importance d'Alésia, l'importance du monde entre guillemets païen pré-romain. C'est du très lourd, quoi. Ça va confirmer la version historique que je donne dans mon livre qui s'appelle Les Hyperboréens face à l'Empire par des choses qui sont là, qui sont devant nous, qui sont tangibles, mais qu'en même temps personne n'avait vu. Parce que pour voir ces choses-là, il faut avoir un esprit d'ancien, il faut avoir la compréhension
comment pensaient nos ancêtres. Les Celtes, par exemple, pensaient comme ça. Donc ça va donner voilà, tout le sens que moi j'essaie de donner à la civilisation celtique, au paganisme. Tout ceci va être magnifié par ce monument qui nous a été donc légué par François Mitterrand, qui, vous allez voir, suite à cela, va remonter sans doute un petit peu dans votre estime. En tous les cas, vous le verrez différemment, parce que là, ce n'est pas le politicien calculateur, là, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui est dans l'esprit, dans la lignée et dans la façon de transmettre des anciens bâtisseurs. Voilà, la pilule verte, on est en plein dedans. Qui l'eût cru dans un truc aussi moderne que Cergy-Pontoise? Eh bien, la révélation de Cergy-Pontoise et son axe majeur, c'est parti. Donc, cet axe majeur qui, vous voyez derrière moi, le pont rouge, il marque cet axe majeur. Si vous prolongez cet axe majeur en partant de la tour Belvédère, voici le quartier dans lequel la tour Belvédère est, là voilà. En passant donc par l'île astronomique. Eh bien, vous allez tomber, bon, vous tombez sur des choses à Paris intéressantes, mais des choses secondaires, franchement, c'est pas ça. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Ça nous mène à Autun, qui était avant la ville romaine d'Augusto Dunum. Augusto Dunum, devenu Autun. Et ça nous mène pile poil sur la pyramide d'Autun, donc d'Augusto Dunum. Cette pyramide d'Autun donc, est parfaitement reliée, si vous faites un trait avec Google Earth, de cette pyramide d'Autun jusqu'à la tour Belvédère qui est là derrière moi. Vous allez voir que ça suit parfaitement ce pont rouge, que ça suit parfaitement, que ça coupe l'île astronomique en plein milieu. C'est vraiment au millimètre près. Alors pourquoi nous montrer cette pyramide de Couard? Parce que c'est son nom, c'est la pyramide de Couard, donc à Autun. Eh bien tout simplement parce que historiquement c'est un lieu majeur. Cette pyramide d'Autun, en réalité, elle symbolise en fait la victoire de l'Empire romain contre Vercingétorix. Et oui, parce que lorsque César a battu Vercingétorix à Alésia, eh bien César a totalement détruit Alésia. Et en fait, Augusto Dunum et cette pyramide de Couard symbolisent donc la victoire de l'Empire romain. Et on va faire dans cette ville un centre intellectuel, une université si vous voulez. Donc en fait, Augusto Dunum remplace Alésia qui lui a été totalement rasé. Il remplace également Bibracte qui était la capitale des Édouins, les Édouins qui ont été alliés de Rome malheureusement pour les Gaulois. Probablement, il faut savoir que les Édouins étaient depuis déjà longtemps de mèche avec les Romains pour faire le commerce du vin. C'est par eux que le vin arrivait. Donc ça faisait déjà des dizaines d'années, peut-être même un siècle, que les Édouins ont été plus ou moins corrompus par le marché du vin que les Romains leur donnaient et puis qu'ensuite ils distillaient en Gaule. Bref, mais donc César a voulu faire une nouvelle capitale 100% romaine pour remplacer Bibracte, pour remplacer Alésia. Et donc il y a eu également une université. Comme je vous le disais, Alésia c'était un centre spirituel mais également intellectuel. Donc cet axe majeur montre la pyramide de Couard, symbole de la victoire de l'Empire romain, symbole du changement, du basculement de civilisation. Maintenant, l'autre très grand secret, parce que celui-là est très intéressant évidemment, mais une chose encore plus importante, encore plus incroyable, il y a donc cette fameuse pyramide juste à côté de l'île astronomique. Voilà, une pyramide qui nous rappelle justement celle de Gizeh, parce qu'au niveau proportion, elle est à peu près pareille. Il faut savoir que la pyramide de Couard n'a pas du tout les mêmes proportions que la pyramide de Gizeh. Elle a une base beaucoup plus petite. La pyramide de Couard, la pyramide romaine donc,
a les mêmes proportions que la pyramide du parc Monceau à Paris. Cette pyramide de Coire a également les mêmes proportions que la pyramide Illuminati sur le fameux billet de 1 $. Vous savez, ce billet avec l'œil qui nous surveille en haut. Eh bien, les dimensions de la pyramide sur ce billet Illuminati sont les mêmes que la pyramide de Coire et du parc Monceau. Par contre, donc, dans le lac artificiel à côté de l'île astronomique, nous avons une autre pyramide qui, elle, n'a pas les proportions de ces pyramides-là et qui nous rappelle vraiment les pyramides égyptiennes et la pyramide de Gizeh dans ses proportions et même dans sa forme à marche. Voilà. Donc, le secret, le voilà, hein, sans plus attendre, je ne vais pas pinailler plus que ça. Le grand secret légué par François Mitterrand, enfin caché par François Mitterrand, mais on va voir après ce qu'il a voulu nous dire. Vous prenez Google Earth, vous tracez un trait, vous tracez une ligne, un autre axe en fait qu'on peut appeler axe vert parce qu'il est caché. Hein, cet axe majeur rouge, il n'est pas caché, hein, finalement il est à la vue de tous. Après, encore fallait-il savoir que ça pointait vers la pyramide de Coire. Vous prenez donc, on va dire, cet axe vert caché en partant toujours de la tour Belvédère, notre point de repère. Vous partez de la tour Belvédère et vous tracez donc un segment jusqu'au sommet de cette pyramide. Et si vous prolongez ce segment, si vous prolongez donc ce qui va devenir un axe ou un arc, vous allez avec Google Earth directement au centre d'Alésia, c'est-à-dire entre le Mont Faux et le Mont de Ver, là au milieu. Vous vous mettez là, vous vous posez là, donc entre Tour Belvédère et Alésia, c'est-à-dire au Mont Faux à, je rappelle, Guyon. Eh bien, vous allez vous apercevoir que cet axe ou cet arc, puisque la Terre est ronde, passe en plein milieu de cette pyramide. Voilà. En plein sur le sommet de la pyramide. C'est pas incroyable? À 50 cm près peut-être, après c'est le logiciel aussi peut-être, la précision du logiciel. Mais vous observez, voilà, en vous mettant, je crois c'est entre le Mont de Ver et le Mont Faux. Donc Alésia, celui que je me tue à vous dire que c'est bien celui-là. C'est extraordinaire que François Mitterrand valide tout ça. Maintenant, mesurer la distance donc entre la tour Belvédère de Cergy et Alésia, à Guyon, vous avez 366, on le retrouve le 366, divisé par π, le nombre d'or, c'est-à-dire 1,618. 366 divisé par 1,618, ça vous donne la distance en kilomètres exactement qu'il y a donc entre Alésia à Guyon et la tour Belvédère. C'est pas incroyable ça? 366 sur π kilomètres entre Alésia et la tour Belvédère en passant en plein par le centre, c'est-à-dire par le sommet de cette pyramide qui nous rappelle Gizeh. Et oui, mais quoi de plus logique? François nous fait signe discrètement que cet axe, cet axe n'est pas signalé, il est caché, il fallait le voir. Hein. Et effectivement, ça nous rappelle l'époque de Gizeh, puisque si vous partez d'Alésia, vous savez que Alésia nous mène directement à Gizeh avec une distance de 366 multipliée par 10 kiloyards mégalithiques ou 366 fois Gizeh, pyramide de Khéops, pyramide de Khéops en Égypte, pyramide de Djedefre toujours en Égypte, puisque la distance, vous savez, est de 10 kiloyards mégalithiques entre les deux. En tous les cas, vous multipliez par 366 ce segment-là, vous avez la distance entre Alésia et la grande pyramide de Gizeh. Et donc, comme Alésia est relié à Cergy sur cet axe vert caché en passant par cette petite pyramide dans le lac artificiel de Cergy, eh bien, c'est très logique en fait, vous voyez. Mais ce n'est pas terminé. Troisième grand secret dissimulé par François Mitterrand dans ce monument moderne. Eh bien, vous prenez la distance entre Stonehenge et donc ici, cet axe majeur à Cergy-Pontoise. Prenez par exemple la tour Belvédère.
même si la distance la plus précise ne s'obtient pas. Bon bref, il y a une distance de 366 divisé par phi encore, miles cette fois-ci. Oui, 366 divisé par phi, miles, c'est la distance exacte entre Stonehenge et un point sur cet axe majeur qui n'est pas, a priori d'après Google Maps, la tour Belvédère, mais l'entrée de ce pont là. Si vous mettez à l'entrée de ce pont rouge qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire ça se joue à quelques centaines de mètres près. Même si vous prenez la tour Belvédère, vous avez à peu près 366 sur phi miles, une erreur très faible, mais si vous vous mettez à l'entrée du pont, là vous avez exactement cette distance. Voilà. Ce qui est génial, c'est que le 366 donc, se retrouve entre Stonehenge et Cergy, sauf qu'on divise par phi et c'est en miles. Quoi de plus logique, puisque en Angleterre, l'unité c'est le miles. Et ici, entre Cergy et Alésia, on est en France, on est en kilomètres. Et justement, 366 divisé par phi kilomètres, on est à Alésia. Maintenant, prenez Cergy. Alors là, c'est très amusant. À la limite, c'est plus intéressant si vous essayez de trouver par vous-même. Vous mettez pause dans la vidéo. Prenez Cergy. Inversez l'ordre des lettres. Vous inversez l'ordre des lettres, quoi. Ça vous fait Y. Cergy, ça fait Y si vous inversez l'ordre des lettres. Maintenant, regardez-moi cette carte. On n'a pas un Y là, mais à l'envers. On a effectivement un Y à l'envers entre Alésia, Coire, Cergy et Stonehenge. Un Y à l'envers. Voilà. Maintenant, regardez l'écusson de Cergy. C'est pas incroyable ça? Regardez, c'est pas un Y à l'envers l'écusson de Cergy? Cergy, c'est un Y à l'envers son écusson. Effectivement, Cergy à l'envers, ça fait Y. Et effectivement, le monument de Cergy-Pontoise, quand on sait le lire comme il faut, c'est-à-dire le regarder avec de la hauteur, comme un dieu, mais ça c'est pour la blague, mais c'est-à-dire c'est quoi être un dieu finalement si c'est juste regarder avec de la hauteur? Bah oui, c'est avoir un niveau de conscience plus élevé, c'est voir les choses avec du recul, avec de la sagesse. Et effectivement, un regard sage, un regard avisé, il voit bien que cet axe majeur est un appel à prendre de l'altitude, à prendre de la hauteur, et que c'est un Y à l'envers, cet axe majeur. Je rappelle également que c'est une preuve supplémentaire, que ce n'est qu'une confirmation, qu'on a déjà trouvé le lien entre Alésia et Stonehenge. Allez voir la vidéo La pilule verte, les pyramides et l'Atlantide si ce n'est pas déjà fait. Franchement, là je crois qu'il y en a beaucoup qui vont changer, enfin les sceptiques en tous les cas vont l'être beaucoup moins. On avait déjà trouvé qu'il y avait 366 miles tout court entre Stonehenge et Alésia à Guyon. Voilà. On avait également déjà démontré qu'Alésia était sur un méridien vert, c'est-à-dire vous tracez 366 méridiens autour de la Terre, au lieu des 360 habituels. Vous savez qu'on est sur un système Greenwich 360 degrés qui est bien vu, mais il y a un système caché à 366 degrés, dont le méridien de référence est soit Stonehenge, soit Alésia, vous faites comme vous voulez, ça peut être l'un ou l'autre, mais vous vous calez sur Alésia, sur la longitude, ou sur Stonehenge, vous faites 366 degrés autour, et Stonehenge et Alésia déjà sont tous les deux sur un méridien vert, à 6 degrés d'écart, et entre les deux, vous avez 366 miles, ensuite donc le lien avec Gizeh, et on a trouvé également d'autres liens dans cette vidéo.